La compréhension du fonctionnement du cerveau, dans toute sa complexité, dans les apprentissages, etc., ça ne suffit pas. C'est-à-dire que d'une certaine manière, les acquis des neurosciences ou de la neurophysiologie contribuent aussi au progrès des droits de l'homme, des droits de la femme, peut-être tout simplement du monde dans lequel nous vivons. Je pense aussi, par exemple, à vos travaux récents concernant les terroristes, par exemple. Par conséquent, on voit que le scientifique que vous êtes peut déborder la place étroite qui est celle du spécialiste pour contribuer aux citoyens. Voilà, vous voyez mon visage qui est devenu grave. Il est devenu grave parce que j'ai des raisons familiales et personnelles, d'une part, de m'intéresser à ce qui concerne les droits de l'homme. Et j'ai mené cette bataille depuis longtemps et pour longtemps. Et effectivement, la compréhension du cerveau a des enjeux majeurs, en particulier aujourd'hui, mais depuis toujours, dans les problèmes qui sont ceux de la paix, de la guerre et du comportement de l'homme. Et vous mentionnez le travail que nous venons de faire, effectivement, avec l'Institut d'études avancées de Paris. Nous venons de terminer un cycle de 3 ans pour étudier ce problème très particulier qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est celui des hommes et malheureusement maintenant aussi des femmes qui sont capables de fusiller, d'égorger une 50aine de personnes et ensuite de rentrer à la maison d'être des bons pères de famille ou de bons voisins. Donc, il y a des enjeux qui sont des enjeux majeurs depuis toujours dans l'histoire et qui font partie des responsabilités des neurosciences. D'ailleurs, aujourd'hui, les neurosciences modernes commencent à travailler sur des problèmes de morale. Et il y a des paradigmes qui sont traités en IRM, qui sont traités aussi en collaboration avec les psychiatres, sur ces problèmes des fonctionnements de notre cerveau moral, finalement. Donc l'acte, pas simplement l'acte sportif, etc., mais la moralité. Et les questions d'éthique, d'ailleurs, font partie, je suppose, aussi de la problématique du sport. C'est cette double fonction qui est importante et c'est intéressant de discuter du sport dans cette double fonction qu'il y a finalement, à la fois de promotion du corps, la performance, etc., et dans cette merveilleuse fonction aussi de symbole, de lien social et de signification éthique. Je crois qu'on peut en parler très librement. Bien sûr. Tout en restant un scientifique. Voilà. Et souhaiter que les acquis de la recherche, en particulier dans les neurosciences, aient des impacts dans la société civile, comme on dit, dans l'enseignement, que tout le monde soit un peu éclairé par... Oui, si vous permettez, oui, dans notre conversation, que je revienne sur certaines de vos expressions, je ne dirais pas seulement d'impact, parce que, exactement comme les relations dont on parlera peut-être entre la robotique, par exemple, et les neurosciences, etc., je dirais de fertilisation croisée, car nous avons autant à apprendre dans les contacts avec la société que nous n'avons à, non pas enseigner, mais à transmettre sur le fonctionnement du cerveau. Donc c'est l'enjeu qui est la difficulté d'ailleurs du travail interdisciplinaire. C'est justement cette fertilisation croisée. Et dans les rapports des neurosciences avec le sport, et dans les recherches qui sont menées par de grands établissements, comme par exemple l'INSEP, mais aussi dans toutes les universités, par les STAPS, etc., il y a cette chose extraordinairement intéressante qui est l'échange entre les approches sportives, je dirais, et les sciences. Vous voyez, donc pas seulement l'impact, mais cet échange de fertilisation qui est difficile à faire, parce que les langages ne sont pas forcément les mêmes.